Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on a pu à le faire, qui les inspirera pour vos projets. Bonne écoute! Je me permets de vous glisser un petit message avant que l'on écoute notre invité pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aussi, je souhaiterais vous proposer du contenu complémentaire en plus des entretiens. Pour m'aider à répondre à vos besoins, je vous invite à indiquer votre email dans le lien Google Form dans la description de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Cécile Koizomi. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation de vous prendre au jeu de l'entretien à distance sur votre carrière en cette période particulière de confinement due à l'épidémie Covid-19. Donc bonjour Cécile. Bonjour Marine. Pour commencer, comment allez-vous et comment se passe le confinement pour vous ? Écoutez, je vais très bien. La santé, tout va bien et je suis plutôt assez occupée, à vrai dire, en ces temps de confinement, parce que même si les projets se décalent ou s'annulent, au final, on a toujours plein d'idées et plein de choses à faire. Bon bah super. Donc vous êtes la cofondatrice de la maison d'édition Chose Commune, mais avant de parler de votre maison d'édition, pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de Chose Commune ? Alors, je suis née en France en 1987, mais j'ai grandi à l'étranger. Donc, déjà, je suis née d'une mère japonaise et d'un père français, donc dans un environnement biculturel. Et dès mes premiers mois, en fait, enfin dès ma naissance, en fait, parce que je suis née à Paris, mais ma mère est repartie tout de suite en Chine où mes parents habitaient à l'époque. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, principalement en Asie, avec quelques épisodes de retour en France, mais principalement quand même à l'étranger. Et donc finalement, ça a beaucoup influencé mon enfance évidemment, mais aussi mon cheminement et mon chemin professionnel par la suite, parce que je suis rentrée en France après mes 18 ans, parce qu'après mon bac, je suis partie 1 an à Taïwan, donc j'ai appris c'était un peu comme une année de césure et j'ai appris le chinois pendant 1 an. Et en rentrant en France, je savais toujours pas forcément quoi faire exactement. Enfin, j'ai toujours eu une grande attirance pour les arts et pour les langues étrangères. Et donc, j'ai décidé d'approfondir ma connaissance de chinois, parce qu'évidemment, en 1 an, on ne parle pas chinois, même en étant là-bas, et d'approfondir aussi ma connaissance du japonais, parce que donc le japonais, je l'ai toujours parlé avec ma mère, je l'ai toujours écrit assez simplement, on va dire, parce qu'il y a quand même plusieurs alphabets plus les caractères chinois, mais je sentais pas que je pouvais forcément travailler avec le japonais ou devenir traducteur, interprète, etc. Donc j'ai fait un double master en japonais et en chinois. C'était à Paris 7, mais en partenariat avec les Langso. Et suite à ça, en fait, c'est pendant plutôt ces études que j'ai réalisé que c'était vraiment l'art qui m'intéressait, parce que j'ai fait plusieurs stages, dont un qui a été assez révélateur au musée de la photographie à Tokyo. Et je me suis plongée dans des archives photographiques et j'ai un peu comme une révélation. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler dans la photographie. Et en rentrant en France, je n'avais pas fait d'études, hein, ni en histoire de l'art, ni en histoire tout court, ni en droit de l'art, enfin toutes les choses qui peuvent tourner autour de l'art et qui font qu'on peut en faire son métier. Donc en fait, je l'ai un peu fait comme je dis souvent, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que j'ai fait mon petit bagage de connaissances par l'expérience professionnelle, en fait, parce que finalement, je n'ai pas fait d'études du tout en art, et j'ai eu la chance, parce que c'était vraiment difficile au début, parce
que, surtout en France, on donne peu de chance à ceux qui n'ont pas d'expérience. C'est vrai qu'à l'étranger, enfin surtout au Royaume-Uni, aux États-Unis, parfois quand même plus. Donc j'ai pu faire plusieurs stages en galerie, notamment à Londres. Et ensuite, en revenant en France, quand même, je commençais à avoir quelques petites expériences de stage, même si ça me restait que des stages. Et donc, j'ai pu intégrer à la fois, enfin, j'ai fait d'abord un stage à la Fnac du temps où il y avait encore un pôle photo, qui est une direction de l'action culturelle, et il y avait un pôle photo, et donc j'étais stagiaire auprès de Marion En quoi ça Isled. consistait, du coup, le pôle photo? Le pôle photo, alors il y avait plusieurs actions pour la photo. Il y avait à la fois, parce que traditionnellement, la Fnac a toujours collectionné en fait la photo, donc il y a une très grande collection au sein de la Fnac. Et donc c'était de faire vivre cette collection, donc à travers des petites expos en magasin, parce qu'avant il y avait des espaces galeries en fait que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment remarqué, mais bon c'était des petits espaces où il y avait des simèses, enfin c'était un format unique, ça restait quand même assez limité. Et après, c'était surtout à travers les nombreux partenariats, par exemple, les partenariats avec les rencontres d'Arles, avec aussi des marques comme Nikon, des événements. Il y avait ce qui s'appelait le marathon photo, donc c'était un peu comme un concours photo. Donc il y avait quand même beaucoup d'actions différentes autour de la photo. Donc j'étais dans un premier temps stagiaire, et ensuite quand du coup Marion Islaine est partie, qui est aujourd'hui déléguée de la photo au ministère de la Culture, est partie en congé maternité. Je l'ai remplacée, et donc suite à ça, j'ai rencontré parce qu'on travaille aussi avec l'agence Vue qui faisait des studios photos en fait, donc les photographes de l'agence Vue qui venaient, enfin qui étaient invités en magasin pour faire des portraits de famille. Donc j'ai rencontré l'agence Vue, et du coup après j'ai travaillé aussi à l'agence Vue, mais au département corporate, donc c'était vraiment plutôt les commandes commerciales, etc. Donc quelque chose encore très différent. Donc en fait Donc vous êtes resté à peu près combien de temps à la à Fnac la et après Fnac, chez Vue? à chaque fois un an, je dirais à peu près. D'accord. Donc toujours assez rapide. J'ai que eu des expériences un peu éclairs, mais comme beaucoup, je pense, dans le monde de la culture. Et donc c'est finalement comme ça, au fur et à mesure et au fil du temps, que j'ai tissé des liens, et que j'ai fait un peu ma petite place, on va dire. Mais c'est vrai que ça a pris, je sais pas si ça a pris plus de temps que d'autres, parce qu'au final je suis encore jeune, mais c'est vrai que je me souviens que les débuts étaient difficiles, parce qu'au début, quand on a juste quasiment, bien sûr on a le bac en poche, ça c'est normal, mais je veux dire la base, mais 5 ans un master bac plus 5, au final, si c'est pas dans le secteur voulu, c'est très difficile de trouver même des stages en fait, à l'époque en tout cas. Je sais pas si c'est bien différent aujourd'hui, mais même un petit stage en galerie de 3 mois, il y a tellement de gens qui étudient l'art ou le marché de l'art, que si on n'a pas ça en études marquées sur le CV, c'était assez compliqué, quoi. Et donc, Je pense que encore maintenant, en fait, ce qui aide pour avoir des stages, c'est de connaître aussi des réseaux qui sont pas toujours faciles à oui, percer, disons. oui, oui. Non, ça, je pense que de toute façon, c'est aussi beaucoup, même après les stages, une question quand même de réseau. Donc, suite à l'agence Vue, donc c'est après l'agence Vue que j'ai fondé Chose Commune. Donc c'était à la fois je veux dire, une nécessité, une envie. Enfin, c'est aussi né de la rencontre, donc la rencontre sur un projet commun avec Vassanta Yogananthan, qui est donc le cofondateur de Chose Commune, et qui cherchait à l'époque un éditeur pour publier son premier travail qui s'appelle Pied-Manson. Et suite à les difficultés que je pourrais développer plus tard du secteur de l'édition, c'est vrai que c'était assez difficile de trouver l'éditeur qui lui convenait. Et puis il avait aussi, tous les deux, on avait une idée assez claire sur ce projet, sur ce qu'on voulait. Donc on s'est dit, en fait, pourquoi pas l'éditer nous-mêmes. Donc en fait, tout a commencé comme ça. Mais évidemment, alors après, il y a eu énormément il y a eu une évolution, il y a eu pas mal de changements, mais je sais pas si j'en parle maintenant ou si ça viendra plus tard. Alors déjà, de façon très très concrète, comment vous avez fait pour lancer la maison d'édition? Par quoi vous avez commencé? Alors au début, c'était une association en fait. On l'a créée donc avec quelques amis qui avaient chacun
une compétence particulière, un web designer, une traductrice, quelqu'un qui était plutôt dans la communication. Et donc on était, si je ne me trompe pas, 5 ou 6. Et donc, au fait, au début, ça n'avait pas vraiment, enfin, ça n'avait pas vraiment vocation à rester, oui, mais pas forcément à devenir une activité principale, en tout cas. Enfin, sûrement, en tout cas, pour moi, je l'aurais pas forcément pensé comme ça à l'époque. Mais c'était plutôt, faisons quelque chose qui nous plaît, faisons notre projet, faisons les choses comme on en a envie. Et à côté, de toute façon, j'étais encore à l'agence Vue et après l'agence Vue, j'ai travaillé en galerie à mi-temps pendant quelques années aussi. Donc c'était pas forcément vu comme c'était pas comme monter une entreprise en tout cas au début. Donc au final, c'était assez simple. Vous déposez les statuts, vous êtes une association. Ça engage à peu de choses quoi. Mais c'est plus tard qu'il y a eu un tournant parce qu'au final, c'était très difficile de continuer à développer la maison d'édition sans que ça prenne un peu plus d'ampleur, parce que c'est vrai que le caractère associatif a aussi ses limites. Et au final, on n'avait pas vraiment, enfin, c'était associatif, mais au final, le but était quand même de vendre des livres et de faire du profit. Donc c'est vrai que par rapport même à l'essence même d'une association, ça ne faisait pas forcément sens. Et donc on a arrêté l'association, enfin on a fermé l'association et on a créé une SARL. Donc en s'associant tous les deux avec Basanta. Donc on était plus que deux associés donc ça c'était en 2016. Sachant que la maison d'édition a débuté en 2014. Donc il y a eu 2 ans d'association et là maintenant depuis 2016 en SARL. Et pourquoi ce nom chose commune? Alors chose commune, c'est une expression latine, res communis en latin, qui désigne un bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être approprié, donc qui appartient à tout le monde, à tous les citoyens. Et donc l'idée pour le livre, c'est que même si évidemment il peut être possédé, il peut être acheté, c'est que c'est quand même un objet démocratique qui a vocation à circuler, à être distribué, à passer de main en main. Donc c'était vraiment l'idée pour nous derrière le livre et son accessibilité. Ah, super. Et est-ce qu'on pourrait revenir sur les principales étapes et les dates clés depuis du coup Depuis 2016? 2000. Alors depuis 2016, depuis 2016, est-ce qu'il y a eu des dates clés? Il y a eu pas mal d'évolutions, mais ce qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément été, enfin qui ont été réfléchis, mais c'est pas non plus un business plan enfin, on n'est pas des commerciaux et ça c'est vrai que ça a été aussi une des plus grandes difficultés, c'est que on n'a pas fait école de commerce, on est entrepreneur dans l'âme, mais on n'a pas forcément eu tout de suite les clés pour bien comprendre comment ça marchait. Donc c'est vrai en tout cas en 2014, quand on a vraiment commencé, on était à un livre par an à peu près jusqu'à 2016 d'ailleurs, après 2 livres et petit à petit ça a grandi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'étape clé parce qu'on n'est pas d'un coup passé de 1 livre à 10 livres. Mais l'année dernière il y a eu 7 livres. Cette année, bon, vu la situation actuelle, les choses ont dû être un peu réaménagées, on va dire. Mais a priori il y avait aussi 7-8 livres. Donc je pense que le rythme de croisière se situe plutôt entre 10 livres par an, mais sans qu'il y ait forcément eu d'étapes disons d'étapes majeures enfin il n'y a pas eu de tournant vraiment quoi. Oui. C'est plutôt au fur et à mesure du temps. Après peut-être la chose principale qui a changé, c'est que c'est vrai que même si on est 2 associés, Vasanta donc est photographe, hein, et à son activité de photographe et son activité principale, hein, donc pour lui c'est son chose commune, il est impliqué sur ses propres livres forcément parce qu'on l'édite aussi à travers la maison d'édition, hein, depuis son premier livre, mais entre-temps il a publié pas mal d'autres livres et sur certains livres il va travailler avec moi sur la direction artistique, sur l'objet livre en tant que lui-même, mais pas forcément tous les projets. Et en tout cas, au quotidien, il ne travaille pas chez Chose Commune, quoi. C'est pas son activité, au quotidien, quoi. Donc depuis à peu près 2016, vous êtes du coup seul sur la maison d'édition. Je suis seule au quotidien, je suis toute seule, que ce soit sur la gestion quotidienne, on va dire, qui est
qui peut être assez lourde, et sur la relation avec les artistes, les imprimeurs, les fabricants, enfin toute l'équipe finalement qui est une équipe externe, mais c'est vrai que même quand on travaille seul dans ce métier, on ne travaille jamais vraiment seul parce qu'il y a énormément d'acteurs qui permettent la réalisation du livre, mais oui, sinon au quotidien, on va dire, je suis toute seule. Et du coup, quelles sont les personnes qui vous ont entouré dans la création de votre maison d'édition? Donc, il y a évidemment Vassanta. Est-ce qu'il y a eu d'autres professionnels ou alors des proches? Alors il y a eu plutôt des professionnels dans le sens où de ceux avec qui on a commencé à travailler tout au début sont finalement ceux avec qui on a développé une relation et qu'on fait toujours travailler aujourd'hui. Donc que ce soit les imprimeurs, même s'il n'y a pas qu'un imprimeur, il y en a plusieurs, mais on est assez fidèles avec les imprimeurs avec qui on a travaillé. On a aussi parfois évolué même ensemble. Ensuite, il y a aussi les graphistes, pareil, il y en a plusieurs aussi, mais c'est vrai qu'il y a un peu un cercle quand même qui reste inchangé, où la photogravure, on travaille depuis toujours avec les artisans du regard, et ça c'est depuis peut-être pas le premier livre mais le deuxième livre. Donc oui, non, c'est quand même des liens de confiance avec même par exemple les relecteurs, les traducteurs qui restent les mêmes de livre en livre. Et sur les dernières années, est-ce que vous avez vu des évolutions dans l'industrie de la photographie et en particulier du livre photo? Est-ce qu'il y a des Alors choses dans le livre photo, je dirais que oui. Enfin, j'ai l'impression que justement en 2013-2014, à l'époque où nous on a fondé Chose Commune, il y avait énormément d'initiatives enfin, il y a eu un peu un boom comme ça de maisons d'édition qui se sont lancées à peu près dans ces années-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ou bien aussi dans l'auto-édition, parce que c'est vrai que enfin, nous on s'est jamais considéré comme étant faisant de l'auto-édition, parce que même si Vassanta est cofondateur, au final, il ne gère pas la structure et qu'on n'édite surtout pas que lui, parce qu'autant ce serait une maison d'édition dédiée à son travail, ce serait de l'auto-édition. Et c'est ce que font beaucoup de il y a beaucoup de photographes comme ça qui s'auto-éditent, mais qui finalement ne font que éditer leur propre travail et pas d'autres travaux. Mais c'est vrai qu'il y avait, je pense, un boom comme ça d'auto-édition, de micro-édition, de petite édition. Et aujourd'hui, j'ai l'impression un peu moins. J'ai l'impression que les photographes ou artistes, même si ça leur arrive évidemment de faire un petit objet, de l'auto-éditer, qu'il y a quand même un retour vers les maisons d'édition peut-être plus non pas plus traditionnelles, mais qui ont vraiment une assise et une expertise en édition. C'est un peu l'impression que j'ai. Il y a aussi un peu moins de livres, parce qu'il y a eu des années où il y avait un nombre de livres par an. Enfin, il y a toujours beaucoup de livres, hein, mais il y avait des années où je trouvais qu'il y avait des livres tous les mois, énormément de livres qui sortaient. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un rythme un peu moins soutenu, je dirais. mais qui serait lié à un peu moins de demande ou un peu moins d'offres ou... Alors après, c'est sûr que je pense pas qu'il y a beaucoup d'offres, hein, parce qu'on le sait, le secteur de l'édition est compliqué et qu'il y a que quand même les éditeurs font attention à ce qu'ils publient, donc malheureusement c'est sûr qu'on ne peut pas tout publier, même quand ça peut rentrer dans notre ligne éditoriale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui sont pas forcément qu'on ne peut pas ignorer. Mais après non, je pense qu'il y a toujours beaucoup de travaux, toujours beaucoup de nouveaux travaux, de nouveaux photographes qui sortent tous les ans, tous les mois, mais c'est plutôt peut-être une question enfin, j'ai eu l'impression en tout cas que le livre photo s'est imposé comme un élément essentiel dans la carrière d'un photographe. Enfin, c'est ça. En tout cas, maintenant, c'est vraiment le cas. Ça fait partie du CV, un peu comme une première expo. Quel est votre premier livre? Donc, je pense que c'est un peu une pierre à l'édifice, mais peut-être que certains photographes réfléchissent aussi plus à la forme et se disent est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un livre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis souvent quand je dialogue avec des photographes ou des artistes de façon plus générale, c'est de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un livre, parce que c'est pas parce que c'est un excellent travail qu'il a vocation à être en livre. En tout cas, ça a toujours été ma vision. Parce que à moins d'en faire un catalogue qui accompagne quelque chose, mais c'est vrai que pour moi le livre doit avoir une nécessité pour exister, quoi. Et donc, quelles sont les particularités de votre maison d'édition? Donc,
peut-être le fonctionnement, le process d'édition, voilà. Donc, quelles sont un peu les particularités de choses communes? Alors dans le fonctionnement, je dirais que c'est particulièrement son autonomie dans le sens où on n'est pas distribué, enfin en dehors du Japon. On a un distributeur au Japon et on a un distributeur aux États-Unis depuis très récemment. Mais c'est vrai que sinon, dans le monde entier, on est autodiffusé, c'est-à-dire quand il y a une commande, ou que ce soit, c'est à nous de la traiter. Donc c'est vrai que c'est une charge de travail énorme, je dois dire. Mais c'était très important pour moi au début de tisser des liens très forts avec des libraires, parce que c'est finalement sans libraire, on n'est rien, même si on vend sur Internet évidemment ou à des foires, mais quand même c'est les libraires qui vont donner la visibilité à vos livres. Et, euh, et donc c'est vrai que ce lien que j'ai pu au fil des années entretenir avec des libraires fait que à la fois ils viennent, enfin ils savent quand un livre va sortir, ils sont en demande et on peut en parler directement. Alors que c'est vrai que quand il y a un distributeur, enfin un représentant disons commercial qui va vendre vos livres pour vous, vous perdez quand même ce lien-là. Alors après évidemment il y a aussi l'aspect financier où si on passait, enfin si on faisait tout par diffuseur, la marge, enfin la marge étant déjà assez faible dans le livre d'art, ce serait très difficile d'exister tout court, quoi. Donc c'est vrai que notre modèle économique a toujours été basé sur de l'achat ferme, que ce soit en librairie ou qu'on vende, donc pas de possibilité de retour. Donc c'est vrai que c'est assez inhabituel dans l'édition parce que la plupart fonctionnent avec sur dépôt. Enfin, il y a beaucoup de dépôts quand même dans l'édition, dépôt ou bien même si c'est de l'achat, c'est possibilité de retour, c'est-à-dire que s'ils vendent pas, ils peuvent vous les renvoyer et être remboursés, quoi. Donc Et ça, pour ceux qui ne savent pas, le dépôt, ça consiste en quoi? le dépôt, c'est que vous laissez un certain nombre de livres, par exemple en librairie, le libraire veut dire j'en veux 20 et vous les laissez pendant une période définie et ensuite, c'est-à-dire qu'il vous les a pas achetés, quoi. Et ensuite, si au bout de 6 mois, il vous dit j'en ai vendu 5 ou 10 ou 20, vous pouvez le facturer à ce moment-là, quoi. Donc vous pouvez pas facturer au moment où vous déposez les livres. Donc du coup, le retour, enfin vous gagnez peu d'argent. Vous en gagnez si vous les vendez, mais vous n'avez aucune assurance de les vendre. D'accord. Alors que l'achat ferme, c'est au moment où le libraire vous dit je veux 5 livres, vous lui facturez les 5 livres, quoi. Donc au final, après, ils sont sortis de votre champ et ça devient finalement sa responsabilité de les revendre. Donc je dirais que ça, c'est une des premières, enfin c'est une des spécificités. L'autre, c'est sans doute aussi la ligne éditoriale qui a un peu évolué, surtout ces dernières années. Donc on a commencé avec la photographie, hein, comme on disait. Et depuis l'année dernière, on s'est aussi ouvert au dessin et aux œuvres sur papier. Donc avec une première collection qui s'appelle Coup de crayon et qui a publié 3 artistes l'année dernière. Et cette année, la collection continue, mais il y a aussi d'autres projets qui sont pas forcément liés à de la photographie, mais plutôt aux arts, enfin tous les arts en fait, hein. Pour moi, mon idée, c'est vraiment d'élargir de plus en plus, parce que le livre photo, c'est un peu la porte d'entrée, on va dire, mais c'est pas, pour moi, c'est pas forcément une finalité, quoi. D'accord. De façon aussi assez concrète, Oui. comment on fait pour réaliser un livre photo? Quelles sont les différentes étapes, les principaux coûts? Voilà, donc de façon très très concrète, comment vous faites à partir du moment où vous avez l'idée de faire le livre, Mhm. jusqu'au moment où il est entre les mains entre les mains du collectionneur ou de l'acheteur? Alors, il y a beaucoup d'étapes. Alors, la première étape qui paraît peut-être évidente, mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure, de savoir si un livre a vocation à exister. Donc ça, c'est l'étape la plus importante. Donc de regarder le travail qu'on a sous les yeux et se dire, enfin ça c'est à l'étape même avant d'accepter un projet, hein, j'ai envie de dire. Mais quand le projet est accepté et enfin que le livre fera sens. Donc il y a d'abord toute la partie editing, c'est-à-dire la sélection des photographies.
Donc souvent, plus j'en vois, mieux c'est. Donc souvent, je vais creuser, je vais chercher les choix cachés, parce que les photographes aiment bien faire des présélections et vous cacher leur planche contact ou leurs choses dans des dossiers en disant non, non, ça c'est pas bon, je veux pas vous montrer. Et au final, il y a souvent des perles rares, des petites pépites, parce qu'au final, les photographes ne sont pas forcément les meilleurs éditeurs de leur travail. Et en tout cas, ils n'ont pas le recul nécessaire, surtout après avoir travaillé de nombreuses années ou en tout cas un temps long sur le nez dans son travail, on n'y voit parfois plus grand-chose. Donc c'est un peu les aider, voilà, à sélectionner le travail. Ensuite, c'est comment on raconte une histoire avec, donc même si elle n'est pas une narration au sens propre, mais avoir une séquence qui fonctionne du début à la fin. Donc ça c'est un peu l'étape du contenu, on va dire. Et ensuite, il y a toute l'étape qui se travaille en parallèle, hein, à tout ça, qui est la fabrication, quoi. Donc c'est-à-dire quel papier on va utiliser, ça tout dépend aussi du rendu voulu, quel type d'impression, combien d'encre. Après ça devient assez technique, mais et enfin quel genre de couverture, est-ce que c'est une couverture rigide, souple, petit format, grand format, épais, pas épais. Enfin voilà. Donc après c'est toutes les questions sur l'objet livre qui en collaboration avec le graphiste peuvent prendre pas mal de temps. Enfin c'est vraiment ça qui prend souvent le plus de temps. Et ensuite, il y a le travail sur les images, donc ça c'est la photogravure, parce que nous on imprime que en offset, donc la différence entre l'offset et le numérique, c'est que le numérique c'est quand même plutôt pour les petits tirages, et vu que nous nos tirages sont au moins le plus petit tirage qu'on ait fait c'est 500 exemplaires, mais sinon on se situe quand même plutôt entre 1000 et 1500, donc ce qui est pas énorme en soi, dans l'absolu, mais en édition d'art c'est déjà pas mal. Et donc ça c'est donc pour l'offset on doit faire une conversion des fichiers. Donc ça c'est le travail de séparation en fait des couleurs. Donc qui peut prendre aussi pas mal de temps parce que forcément il y aura des éléments qui vont se perdre dans l'image pendant cette conversion. Donc c'est le photographe va faire pas mal de rendez-vous chez le photograveur pour analyser ces couleurs, ces contrastes, etc. Et puis tout ça amène le jour J, qui est le jour de l'impression. Donc moi, je me rends toujours au calage hein, pour vérifier. Et l'artiste, la plupart du temps, vient aussi, sauf quand il est à l'autre bout du monde et que c'est un peu compliqué. Et dans ce cas-là, la responsabilité est lourde parce que c'est vraiment un moment où il faut pas se rater, quoi. Parce qu'une fois que c'est imprimé, vous pouvez pas dire ah j'aurais aimé un peu plus de contraste ici et là. Et c'est vrai que le livre, contrairement à une exposition, encore une fois, est là pour rester. Donc c'est toujours un peu l'élément le plus stressant, c'est que le livre, dans 100 ans, quelqu'un pourra aussi le voir, quoi. Donc faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et donc après, de l'imprimeur, il est acheminé souvent à peu près 3 semaines plus tard, il arrive et c'est là où la phase de promotion commence. Enfin promotion, souvent elle commence avant, hein, de démarcher la presse, et cetera. Mais en tout cas, le moment où il va être distribué, arrivé en librairie ou dans les mains des clients, c'est à ce moment-là, quoi. Donc il s'est passé à peu près 6 mois entre. Ouais, à peu près 6 mois. Oui. Après, parfois plus long. Enfin, en tout cas, si c'est un projet rapide, on va dire, c'est 6 mois. Quand c'est des projets de plus longue haleine ou avec une fabrication plus compliquée, ça peut être un peu plus long, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien prendre le temps. J'ai pas un souci, même s'il y a un souci de rentabilité parce que c'est une entreprise, mais je sais pas, l'idée n'est pas de faire le livre vite et bien, parce que c'est assez difficile hein, de faire un livre vite et bien, parce que il y a vraiment toujours des petits détails. Enfin, c'est vraiment assez minutieux comme travail, même si c'est une production industrielle. Hein, c'est pas un livre fait main, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup d'étapes. Même, enfin, j'en ai pas parlé, mais d'avoir par exemple ce qu'on appelle une maquette en blanc, c'est-à-dire qu'au moment où on a décidé à quoi ressemblera le livre, on commande à l'imprimeur le livre, mais c'est-à-dire qui n'est pas imprimé, mais qui a tous les matériaux. Et donc le bon matériau de couverture, le bon papier, dans le bon grammage, etc. Et c'est à ce moment-là, souvent, on se rend compte, ah mais en fait le papier il est un peu trop épais. Est-ce qu'il s'ouvre bien? Est-ce que la couverture rebique pas? Est-ce que c'est dans le bon sens de la fibre? Enfin, plein de choses comme ça qui sont assez techniques, mais qui sont vraiment essentielles pour que le livre, une fois qu'il a été produit, soit réussi. Et de façon générale aussi, quand je parle de temps, mais c'est vrai que même avec les artistes, je passe beaucoup de temps. Il y a même des artistes avec qui je parle depuis, là c'est le cas avec une artiste qui va être publiée cette année, depuis 4 ans.
Et après, ça fait pas 4 ans qu'on travaille dans le dur, hein, mais ça fait 4 ans qu'on échange, qu'il y a vraiment un accompagnement des artistes et des projets. Donc ça, je pense que c'est aussi une spécificité. Enfin, je pense pas que c'est la spécificité dans le sens où on est les seuls à travailler comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important de suivre les projets. Il y a parfois des projets où au moment où je les vois pour la première fois, je me dis ah mais il y a quelque chose, ça me plaît, mais c'est pas terminé. Et on continue à échanger. Le photographe ou la photographe me renvoie des images et on dialogue comme ça jusqu'à ce que je me dise tiens voilà maintenant c'est prêt, attaquons quoi. Et au moment où on attaque, souvent oui ça prend à peu près 6 mois, 8 mois. Et de façon financière, comment ça se passe? Vous avancez tous les coûts pour maquettiste, relecture, maquette en blanc, voilà. Donc tous ces coûts-là, c'est vous, c'est la maison d'édition qui Oui, avance les coûts? oui, oui, oui. Donc tous les coups, c'est pour ça aussi que c'était essentiel pour nous de ne pas, enfin pour l'instant en tout cas, de pas pouvoir travailler avec beaucoup de diffuseurs. C'est que une fois que le livre sort, on doit déjà tout payer quoi. Donc c'est-à-dire en effet l'équipe, les graphistes, les imprimeurs, enfin toutes les personnes qui vont travailler sur le livre doivent être payées, ou en tout cas au moins 30 jours quoi. Donc c'est quand même peu. Alors que le livre n'est pas encore vendu. Donc c'est sûr que au moins si quand il sort du stockage, il est vendu, acheté, et qui du coup il y aura un retour, la facture va être payée. Ça permet quand même un roulement plus facile que si on était payé dans 6 mois alors qu'on avait payé tout le monde nous en un mois. C'est pas du tout viable quoi. Alors après, évidemment, il y a différents fonctionnements financiers, même si la plupart du temps, on met tout l'argent et ensuite c'est les ventes en fait qui permettent de revenir sur notre investissement et ensuite avec cette plus-value de faire d'autres livres. Mais on est aussi aidé, que ce soit par, enfin il y a des bourses hein, comme celle du Centre national d'art plastique qui aide à l'édition, donc on l'a eu une fois, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas systématique, mais il y a des aides comme ça, qu'elles soient privées ou publiques, parfois des mécènes ou des collectionneurs ou des galeries, quand c'est l'artiste en galerie qui s'engage après à acheter tant d'exemplaires. Donc il y a un peu comme ça, chaque livre a un fonctionnement assez différent, donc il n'y a pas une recette toute faite, mais chaque livre est financé, on va dire, de façon un peu différente, mais il y a toujours quand même enfin maintenant en tout cas j'essaye de faire attention parce que justement on n'est pas, enfin, plus on fait le livre, plus il faut quand même aussi faire attention de ne pas forcément avoir à sortir tout l'argent nous-mêmes quoi. Et quel est le contrat qui lie les photographes à votre maison d'édition? Comment ça se passe C'est-à-dire les pour contrats un dans le sens exclusif. imaginons si le photographe réalise un livre avec vous, Oui. du coup, est-ce que après il peut l'éditer avec une autre maison? Comment après il va être rémunéré? Enfin voilà pour Mm. du côté du photographe, comment ça se passe? Alors, il y a un contrat d'exclusivité sur le travail, en tout cas proposé. Alors évidemment, après, si le photographe veut publier un autre travail avec un autre éditeur, il est libre, hein. Mais évidemment, le travail proposé et édité avec la maison d'édition ne peut pas être réédité ailleurs. Et si quelqu'un était intéressé par le livre en tant que tel, enfin la maquette toute faite, enfin certaines personnes vendent des maquettes hein, pour faire rapport à d'autres éditeurs ou dans d'autres pays, mais c'est vrai que moi c'est pas, enfin ça n'a jamais été le cas. Donc enfin la maquette et le livre est la propriété de Choses Communes et du photographe. Mais donc ça, enfin, de toute façon, ça n'est jamais vraiment arrivé parce qu'en soi, quand un photographe veut publier avec un éditeur, c'est pas pour aller le revendre ailleurs, hein, c'est pas comme enfin, c'est pas comme un sujet qu'on vendrait à plusieurs magazines. Ensuite, pour la rémunération, ça dépend. Il y a des droits d'auteur la plupart du temps, mais c'est vrai que quand c'est des projets très compliqués à financer et qui sont chers et où il y a aucune aide, et c'est malheureusement arrivé quand même plus d'une fois. On travaille aussi pas mal en échange d'un certain nombre d'exemplaires, donc du coup le photographe n'a pas forcément de rémunération, mais obtient un nombre important d'exemplaires. Donc il y a des arrangements comme ça, on va dire, c'est selon les projets. D'accord. Et sur l'année 2020, quels sont les projets que vous avez? Donc, je pense que l'épidémie aura quand même un gros impact, voilà, sur votre année. En plus, avec Arles qui est Mm. annulé, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il y a quand même, quels sont un peu les projets de l'année?
Alors là, il y a eu le premier livre de l'année qui est sorti ce mois-ci, enfin le mois dernier, en avril, qui est un livre du photographe japonais Issei Suda, qui est une des grandes figures de la photographie japonaise, qui est décédé l'année dernière et avec qui juste j'avais commencé à travailler il y a 1 an et demi. Enfin, un peu juste en fait, on a commencé à échanger quelques mois avant son décès et après du coup j'ai repris contact avec avec son épouse et c'est comme ça que le projet s'est fait. Donc c'est 78 photographies qui n'ont jamais été publiées, et qui n'ont jamais été même montrées ni exposées, qu'on a trouvé, enfin qu'on a sélectionné au Japon, donc à l'atelier de Issei Suda en novembre dernier. Donc ça, c'est aussi un bon exemple de la façon de travailler, c'est que souvent, bon évidemment quand c'est possible et quand ça s'y prête, on rend visite aux artistes. Euh, Après le Japon rend les choses plus faciles parce que de façon générale, de toute façon, j'y vais au moins une fois par an, donc c'est pas comme si c'était un voyage exprès pour l'artiste, mais par exemple Raymond Mix avec qui on a fait un photographe américain et on a fait un livre il y a 2 ans, et je trouve qu'on était à New York à ce moment-là, et lui, il est à 2 heures de New York, et donc on est allé le voir chez lui pour vraiment voir ses tirages. Donc c'est vrai que pour moi, c'est encore une fois ce lien humain et qui est très important parce que même si on publie des travaux, j'ai besoin d'avoir une relation avec l'artiste où on est en voilà, on dialogue, on est en bonne intelligence. Enfin, c'est pas juste le travail qui me plaît quoi. L'homme ou la femme derrière l'œuvre je dois aussi avoir une connexion avec cette personne parce que je pense que sinon c'est difficile de faire les choses bien. Donc il y a eu Issei Suda qui est donc sorti. Donc ça c'est le seul livre sorti qui devait sortir donc en avril. Donc ça il est sorti à temps. Après c'est plutôt les prochains projets qui sont chamboulés parce que normalement il y avait 2 livres ce mois-ci et qui n'ont donc pas été imprimés parce que c'est impossible d'imprimer en ce moment et qui ont été repoussés à la fin. Il y en a un qui est repoussé à septembre, qui est donc le prochain livre de Vasanta, ce qui fait un projet au long cours en Inde, qui est un projet de 7 livres, et donc ça c'est le 6e livre. Donc on voit bientôt le bout de cette grande aventure éditoriale, et ce livre devait sortir donc en mai au moment d'Offprint à Londres et qui finalement le sortira tout début septembre. Enfin, je pense qu'on l'imprimera cet été pour le sortir tout début septembre. Et l'autre projet, plutôt, je pense même plutôt en fin d'année, parce que finalement, à partir du moment où on repousse, il faut pas non plus que ça arrive à un moment où il y avait d'autres livres aussi en septembre. Enfin, ça fait un peu embouteillage de livres. Donc du coup, j'ai dû réaménager tout l'automne, quoi, parce que finalement, tous les livres repoussés se retrouvent sur septembre ou décembre. Donc il y en a même qui devaient être cette année, qui seront plutôt l'année prochaine, quoi, parce que c'est pas bon enfin, de toute façon, c'est très compliqué, même financièrement, de sortir 4 livres le même mois, c'est un peu difficile. Donc il y a un des livres qui est un projet assez particulier, parce que c'est assez différent de tout ce qu'on a fait jusque-là, qui est un peu aussi mon premier livre d'une certaine façon. Enfin, parce que j'en suis l'auteur, avec un écrivain et chercheur anglais qui s'appelle Stephen Alcock et qui est un grand collectionneur d'images en fait. Donc en fait, ensemble, on travaille sur la représentation des mains dans l'art, donc à travers les âges, donc de l'époque de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc comme ça paraît énorme, mais donc c'est une vision très personnelle et très subjective, hein, évidemment, sur ce thème. Donc ensemble, on a sélectionné plus d'une centaine d'artistes, donc à peu près, oui, je pense qu'il y a 150 œuvres dans le livre. Donc que ce soit des photographes, des sculpteurs, des dessinateurs, des peintres, de tout style et toute époque, très connus. Il y en a des extrêmement connus et voire inconnus ou même anonymes. Donc ça, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur, enfin depuis très longtemps, et c'est vrai que ça a été vraiment très intéressant de travailler comme ça en collaboration, un peu à s'échanger main dans la main, sans faire de jeu de mots, sur ce projet avec Steven. Donc ça devait sortir là aussi en mai, donc c'est terminé. Donc après, vu que je le sors pas maintenant, je suis encore en train d'affiner ma sélection parce que c'est sans fin. Donc j'étais contente de le sortir bientôt pour arrêter. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, je trouve des mains un peu à droite à gauche, mais là, ça y est, je pense que c'est finalisé. Et donc ça sortira sûrement plutôt fin d'année, c'est-à-dire même pour les fêtes. Donc c'est dans longtemps.
Donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est une année assez japonaise. Donc il y a aussi, il y a un livre de Rinko Kawauchi, une artiste japonaise qui doit sortir en septembre. Donc après peut-être un autre. Enfin, je dis pas non plus tous les noms parce qu'il y en a aussi qui vont peut-être passer sur 2021, mais en tout cas c'est une de façon générale, le thème est assez japonais cette année, parce que c'est vrai que c'est de par, enfin pas forcément de par mes origines, mais c'est vrai que il y a une photographie japonaise très intéressante, qu'elle soit, enfin que ce soit dans les grands noms des photographes japonais plutôt qui ont travaillé plutôt dans les années 60, 70, mais même aujourd'hui, comme donc Rinko Kawauchi, qui est une photographe contemporaine. Et le fait d'y aller souvent et le fait de parler la langue surtout et de connaître la culture, c'est vrai que ça donne un accès à ça qui est à mon avis qui est très précieux, parce que c'est vrai que souvent je me disais j'ai étudié les langues alors qu'au final je n'en fais pas grand chose, ce qui est dans l'absolu vrai. Mais au final j'écris en japonais quasi tous les jours en fait, hein, parce que je travaille avec donc ce distributeur japonais ou bien les artistes. Par exemple en ce moment je pense que j'écris plus en japonais qu'en français au quotidien, hein. Donc au final tout est utile. Et il y a une question qui me venait quand vous parliez. Oui. Est-ce que vous faites aussi des livres qui sont aussi tirés à, je sais pas, 50 exemplaires, ou vous êtes vraiment plutôt sur des plus gros tirages, comme vous disiez, de 500? Est-ce que vous faites aussi des petites collections, des petits... Non, non, on ne fait pas de. Après, quand c'est des petits tirages, c'est plutôt des tirages de tête, c'est-à-dire que c'est le même livre, hein, que le tirage plus grand, mais une édition spéciale où il y a un tirage avec dans un très beau coffret fait à la main par un relieur. Et donc dans ce cas-là, c'est souvent des petites séries entre 16 et 30, mais ça reste quand même le même livre. Mais en tout cas, en tant que livre en tant que livre, juste, non. Ça, c'est vrai on se situe toujours sur une production un tirage plus grand. Parce qu'encore une fois, c'est aussi l'idée de choses communes, d'avoir un, de faire des livres qui puissent être partagés, qui puissent circuler. Donc c'est vrai que plus on se retrouve sur des tirages petits, plus c'est des objets de collection qui ont forcément un certain prix, parce que souvent les livres tirés à 50 exemplaires ou 100 exemplaires, ils coûtent minimum 100 euros, voire plus, hein. Et c'était pas l'idée du tout Et vous, il coûte pour nous, à peu quoi. près combien? Quelle est la gamme de prix Alors ça commence à 25 euros, mais ça c'est les petits livres de la collection de dessins, et ça va jusqu'à soit, là en ce moment on n'a pas de livre à 60, peut-être enfin 55. Donc en moyenne c'est 40, entre 40 et 50 euros. Donc D'accord. ce qui est une certaine, enfin, ce qui est pour quand même une certaine somme, mais pour un livre d'art qui n'est pas non plus hors de prix, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas le genre de livre qui n'est destiné qu'à des Mm. collectionneurs qui pourraient s'offrir un livre à 400 euros ou 500 euros. Ça, c'est plutôt justement les tirages de tête qui se situent dans cette gamme de prix-là. Enfin, à peu près entre 500, 700 euros. Donc ça, c'est complètement un autre public, quoi. C'est vraiment soit des bibliophiles ou des collectionneurs de livres d'art ou de tirages. Enfin, c'est encore une autre cible. Et est-ce que vous avez d'autres activités professionnelles qui ne sont pas liées à choses communes? Je penserais peut-être à du conseil, de l'enseignement. Alors non, ça m'arrive de donner, enfin d'intervenir comme ça pour des ateliers ou des conférences. J'avais fait aussi des lectures de portfolio pour un programme aux États-Unis l'année dernière, mais non, très rarement, quoi. Peut-être une fois par an ou deux fois par an. Donc ça rentre pas du tout dans mon champ d'activité principal, et de conseils non plus. Donc non, c'est vrai, je suis vraiment à 100% sur la maison d'édition, que ce soit dans sa gestion et dans sa direction artistique. Mais c'est vrai que pour revenir aussi sur le côté gestion, parce que je pense que ça peut aussi intéresser un peu intéressé, c'est que souvent, je sais pas trop, mais souvent les gens s'imaginent, ah, mais bon, si on publie que 7-10 livres, ça va, mais c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend c'est sûr que si on fait des si on fait des petites éditions à 30 exemplaires, même si on fait 20 livres par an, je pense que c'est faisable, enfin, si on a la créativité pour, en tout cas. Mais,
mais c'est vrai que dès qu'on se situe sur des tirages assez importants, au-delà de 500 exemplaires, c'est quand même, enfin, la lourdeur administrative peut être assez effrayante, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est souvent ça qui, enfin, il y a jamais vraiment eu de coups difficiles ou de moments où je me dis, ouh là là, j'ai plus du tout envie de faire ça. Mais c'est vrai que de gérer une maison d'édition, c'est entre le stockage, parce qu'évidemment, ça prend de la place, hein, tout ça, la vente, le suivi des ventes, c'est la comptabilité, c'est évidemment j'ai aussi un comptable, mais bon le quotidien, enfin en quotidien la comptabilité, les pièces, etc. C'est à vous de les faire. Donc ça peut être très chronophage quoi. Ça c'est vrai que c'est pas forcément tous les jours réjouissant parce que souvent on s'imagine ah oui on crée des livres, il y a que l'aspect créatif et agréable, mais comme souvent dans tout métier, il y a un revers de la médaille et c'est pas forcément facile à gérer. Après ça dépend des profils, hein, mais c'est vrai que moi j'ai un profil plutôt littéraire, artistique, pas de grand financier. Donc parfois c'est l'aspect le plus difficile, on va dire. Et donc du coup, quelles sont vos sources de créativité? Donc là, on parlait de la littérature. Donc vous quand vous avez du temps libre, voilà, est-ce que c'est lecture, photographie, le sport? Voilà, est-ce que vous avez d'autres activités? Alors lecture, oui, littérature. Ensuite, j'aime énormément la céramique et la peinture et le dessin. Enfin, en fait, toute forme d'art autre que la photographie. Donc, c'est vrai que même moi, personnellement, quand je vais à une exposition pour sur mon propre temps libre, hein, qui ne soit pas un vernissage ou quelque chose comme ça, j'ai plutôt tendance à être attirée par l'artisanat ou par la peinture. Je vais voir beaucoup plus d'expos de peinture, je pense même que de photographie. Mais c'est vrai que sinon, comme pur passe-temps qui ne soit pas lié à l'art, il y en a pas vraiment. Mais ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes créatives où finalement la ligne est fine quand même, hein, la frontière entre personnel, travail. Au final, on vit même si c'est un travail, enfin, c'est vraiment un métier passion, quoi, pour le coup, hein. Je pense que tous les éditeurs vous le diront. Donc, au final, on est toujours inspiré enfin, on est inspiré tous les jours, quoi. Rien peut mettre votre cerveau en marche et vous donner une idée d'un livre ou d'un type de reliure ou d'une couleur. Il suffit de voir une couleur et vous vous dites ah tiens, si je faisais un livre comme ci ou comme ça. Donc c'est vrai que le cerveau est en permanence en activité. Et est-ce que vous auriez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le secteur de la maison d'édition? Alors je dirais il faut avoir une énergie folle. Ça c'est le premier, c'est la première chose que je dirais, avoir la tête sur les épaules aussi, ne vraiment rien lâcher parce que c'est assez difficile. Mais après, ne pas non plus s'enfermer dans quelque chose qui est, enfin, de pas non plus se faire rattraper justement par tout ce qui est administratif ou gestion d'entreprise, qui peut être un peu décourageant parfois. Mais je trouve que c'est très important de garder une certaine fraîcheur, une spontanéité, faire les choses aussi avec instinct et puis surtout se faire plaisir parce que finalement c'est tout ce qui compte. Bon bah super. Bah on va finir sur cette jolie touche. Bah merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je vous en prie, Marie. Merci. Merci. Alors on va juste rester. Oui. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!